descendait vers le corps. Hier. Vous vous en souvenez? Bon, ça c'est le sujet du tableau qui est derrière vous, enfin, qui est là-bas. C'est pas le même tableau. Il faut absolument que vous ayez une notion un peu plus raisonnée de ce qui se passe. Je vous ai expliqué donc l'histoire de la colonne. Les gens souvent imaginent ou savent, ont une sorte d'idée qu'ils ont une colonne vertébrale. Et que cette colonne vertébrale marche mal et qu'elle fait mal, ou que cette colonne vertébrale n'est pas adaptée. Enfin, alors évidemment, le concept de colonne est un concept qui n'existe, enfin qui n'a une signification en tant qu'appui et support, parce qu'une colonne, normalement, c'est un outil de romain ou de grec qui sert à supporter des frontispices ou supporter des poids conséquents. Donc il faut savoir que le principe de la colonne, c'est un principe qui répond à une loi physique. Vous avez un support, et ce support, en fait, est présent dans un système qu'on appelle le système gravitationnel. Le système gravitationnel, c'est un système où le poids s'applique en direction du centre de la Terre. Comme la Terre est très très grande, au sol, on voit, nous, quelque chose qui semble plat, alors que si vous faisiez un plancher Ikea sur toute la Terre, vous verriez que vous êtes obligé de bomber. Et au niveau du sol, vous auriez l'impression d'être à plat. Donc vous avez une force gravitationnelle, et pour que la colonne humaine, par exemple, eh bien, réalise sa fonction d'appui et sa fonction de support, il faut évidemment que cette colonne soit disposée d'une manière particulière. Je prends le sommet et je prends la base et je vois qu'il y a une relation entre le sommet et la base. On verra même qu'il faut que, pour que la colonne s'applique, il faut une relation entre le sommet, la base et le milieu. Parce que si vous faites une colonne qui a cette forme-là, vous verrez que ça supporte assez mal un toit. N'importe quel maçon le sait. Donc quand vous estimez une personne assise, vous vous intéressez à la forme. La forme, pour vous, ça sera une relation entre le sommet, le milieu et la base. Si vous avez quelque chose qui s'approche de ce qu'on appelle un allongement, vous avez une fonction d'appui, une fonction de support. C'est-à-dire que si vous mettez un poids au-dessus de cette colonne, ce poids va s'appliquer directement à travers la colonne dans le support, et le support va appliquer directement une force égale et opposée. Vous avez donc un système qui tient tout seul. Nous cherchons à obtenir cette idée-là dans un organisme humain. Voilà. Donc ça, c'est une première idée. Et on voit que ceci... qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris bleu. Ceci est raccourci. Et ceci est allongé. On voit qu'il y a un raccourcissement d'un côté et qu'il y a un énorme... Alors, nous, on n'appelle pas raccourci allongé. On dit qu'ici, on a une contraction. Et on dit qu'ici, on a une relaxation. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, notre système musculaire, évidemment, reçoit des impulsions qui sont des impulsions de contraction et des absences de contraction qu'on appelle la contraction et relaxation. C'est ce qu'on appelle faire. On appelle ça faire. Mais il faut savoir que ce faire, contraction et relaxation, correspond à des extrêmes toniques. Il faut savoir qu'au niveau tonicité, qui sont des ondes qui viennent directement par tout ce qui conduit l'électricité, eh bien, cette activité tonique dont on parle ici,
c'est une activité qui correspond pour la contraction à ce que j'ai marqué là, hypertonie. L'hypertonie, c'est la contraction. D'accord? Et de ce côté-là, la relaxation, le côté relaxé, c'est le côté hypotonie. Donc, les vieilles habitudes motrices que nous avons sont toutes des habitudes qui, en fait, composent une sorte de petit jeu théâtral entre la contraction et la relaxation. Je contracte, évidemment. Pourquoi? Pour rigidifier les articulations. L'être humain est en mesure d'utiliser l'hypertonie pour, si vous contractez les muscles qui fléchissent et les muscles qui étendent, vous devenez rigide. On pourrait, Alain et Luc, pourraient me prendre par la tête et les pieds et vous vous rendrez compte que je suis rigide comme un bout de bois. On peut se rigidifier. Quand on fait ceci, il est bien évident qu'on rigidifie le coude. Hein. Parce que si vous relaxez votre coude dans cette situation-là, je peux vous dire que l'effet est immédiat. C'est-à-dire qu'il faut rigidifier ici le coude, l'épaule, il faut rigidifier la hanche, parce que sinon, la rigidité qui maintient les articulations bloquées l'une par rapport à l'autre disparaît, et vous rentrez dans un mécanisme articulaire fluide. Vous n'avez plus de contraction. Vous pouvez par contre disposer les os de telle manière à ce que les os réalisent un appui. Donc on peut être debout sans contraction, on peut être debout fluide. Mais les os à eux seuls ne peuvent pas le réaliser, ce mouvement-là. Donc il y a une autre force qui va venir jouer pour vous, et c'est une force qui apparaît quand on refuse de relaxer et quand on refuse de contracter. Donc il faut bien qu'on comprenne que les ordres qu'on va donner sont des ordres qui ne doivent pas être immédiatement suivis par une tentative pour passer à l'acte. Si vous faites une tentative pour passer à l'acte, vous allez passer à l'acte soit en contractant, soit en relaxant. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, il y a un équilibre tonique qui n'est ni de l'hypertonie, ni de l'hypotonie. Et cet équilibre tonique, eh bien, on l'appelle la viscoélasticité. Et c'est un équilibre qui donne une force. C'est assez intéressant. Alors, les scientifiques se sont intéressés à ce truc-là, ils se sont rendus compte que... Alors, c'est pour ça que je vous ai fait un dessin, certains d'entre vous le connaissent, mais il vaut mieux le regarder 10 fois de suite, celui-là, parce que il est fondamental pour comprendre la technique Alexander.